Dans le silence feutré d'une demeure française, une robe immaculée se teinte de sang, et un poignard ancien réveille les ombres d'un passé trop lourd pour rester caché. Chaque regard, chaque silence cache une vérité, et Hercule Poirot s'apprête à sonder les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Dans son appartement de la rue des Camélias, Hercule Poirot goûtait une satisfaction paisible, presque voluptueuse. Chaque objet se trouvait à la place exacte qu'il avait déterminée. Les bibelots soigneusement alignés, les coussins ajustés au millimètre, et la lumière douce d'une lampe filtrée par un abat-jour de soie ivoire. Il venait de finir son repas, composé de plats choisis avec une rigueur quasi mathématique. Une soupe claire, un poisson délicatement grillé, quelques légumes harmonieusement disposés. Rien n'était laissé au hasard, et cet ordre matériel se reflétait dans son esprit, lui apportant une sérénité profonde. Il savourait alors le plaisir d'un silence sans trouble, ponctué seulement par le tic-tac régulier d'une pendule qu'il observait parfois comme pour s'assurer que le temps lui-même se pliait à la règle. Dans cette atmosphère de perfection domestique, Poirot songeait à la vanité des affaires criminelles, et combien il lui semblait doux ce soir-là, de se reposer de la folie des hommes. Ce calme si précieusement entretenu fut soudain brisé par un coup frappé à la porte. Poirot leva les yeux, surpris. Il n'attendait personne. Lorsqu'il ouvrit, il découvrit une jeune femme frêle, au visage marqué par une inquiétude qui ne pouvait être feinte. Ses traits délicats portaient la pâleur des âmes tourmentées, et ses mains tremblaient légèrement. Brusque, elle écarta la housse de protection. Une robe de mariée apparut, d'une blancheur éclatante, dont la dentelle et la soie semblaient rayonner sous la lumière de la lampe. L'élégance de l'ouvrage évoquait la pureté et la promesse d'un avenir heureux. Pourtant, un détail troublant attira aussitôt l'attention. Parmi les plis délicats, un objet étranger, incongru, reposait, enveloppé dans un morceau de soie plus grossière. Poirot tendit la main, et Élodie détourna les yeux, comme pour se décharger de la responsabilité. Sous l'étoffe, un petit poignard ancien apparut, à la lame fine, patiné par le temps, et à la garde ouvragée. La vision de cette arme, associée à la robe virginale, créait un contraste violent, presque sacrilège. Élodie, d'une voix étranglée, expliqua qu'elle avait reçu la robe par erreur, ou du moins croyait-elle. Mais pourquoi alors y avait-on dissimulé une arme? Ses paroles tremblantes révélaient autant sa stupeur que son effroi. Ce présent, destiné à célébrer l'amour, portait en lui un présage de mort. Poirot, attentif, inclina légèrement la tête, ses yeux brillant d'une curiosité inquiète. Poirot prit le poignard avec précaution, comme s'il s'agissait d'un témoin muet dont il fallait écouter le récit. Il en observa la lame, fine mais robuste, soigneusement entretenue. La poignée, ornée de motifs anciens, semblait appartenir à une époque où les armes étaient aussi symboles d'honneur que d'agression. Il nota la manière dont il avait été glissé entre les plis de la robe. Ni abandonné par hasard, ni exposé à dessein, mais caché avec une intention précise. Ce détail l'intriguait davantage que l'arme elle-même. « Remarquez, mademoiselle, » dit-il doucement, « comment le contraste est absolu. » Poirot reposa le poignard et contempla un instant la robe, étalée comme une victime silencieuse. Son esprit, d'une précision infaillible, relia les symboles avec une rapidité déconcertante. Une robe de mariée représentait la promesse de pureté, de renouveau, l'espérance d'une vie à deux. Un poignard, au contraire, incarnait la violence, la rupture et l'irréversibilité du sang versé. Associer ces deux emblèmes revenait à marier l'innocence à la mort. Il se tourna vers Élodie et, d'une voix basse mais ferme, laissa tomber une réflexion qui résonna comme un jugement. « Un mariage qui commence avec une robe et un poignard, mademoiselle, qu'augure-t-il sinon la tragédie ?» Ces mots, sobres et implacables, s'imposèrent dans le silence de la pièce. Élodie baissa la tête, incapable de répondre, tandis que Poirot, derrière ses moustaches immaculées, méditait déjà sur l'énigme qu'on venait de lui déposer. Le lendemain, Hercule Poirot prit le train en direction de Tours.
Le paysage de campagne, doux et régulier, s'étendait autour de lui, ponctué de vergers en fleurs et de champs paisibles. Pourtant, derrière cette tranquillité provinciale, le détective percevait une note d'inquiétude, comme si l'air lui-même se chargeait d'un secret lourd. À mesure que la voiture qui l'attendait s'approchait du domaine Valcourt, il remarqua l'austérité élégante de la demeure, une bâtisse aux proportions harmonieuses, mais où flottait une impression de froideur. Les allées gravillonnées, parfaitement entretenues, semblaient refléter la même rigueur que l'on devinait chez ses habitants. L'atmosphère respirait l'opulence et la tradition, mais aussi un certain silence pesant, celui des maisons où les convenances règnent en maître et où les vérités se murmurent à voix basse. Poirot, en descendant, redressa sa moustache avec sur Élodie. À plusieurs reprises, Poirot distingua dans les traits de cet homme l'ombre d'un calcul intérieur, comme si chaque phrase était soigneusement choisie pour masquer une inquiétude plus profonde. Au détour du salon, Poirot fit la connaissance de Madame Valcourt, la mère de Henri. C'était une femme d'allure imposante, dont la silhouette drapée de velours sombre contrastait avec la pâleur sévère du visage. Ses yeux, perçants et vigilants, semblaient toujours à l'affût de la moindre défaillance. Elle s'enquit du voyage de Poirot avec des manières empreintes d'une grande correction, mais ses phrases, tranchantes comme des lames fines, laissaient transparaître une préoccupation obsédante: préserver l'honneur et la réputation de sa maison. À plusieurs reprises, elle rappela avec insistance la dignité du nom Valcourt, comme si ce mot contenait à lui seul toute sa raison de vivre. Poirot, en l'écoutant, songea qu'une telle obsession trahissait davantage qu'une simple fierté. C'était la peur latente qu'un secret ancien ne vienne éclabousser cette façade respectable. Derrière ces gestes mesurés, il crut percevoir un tremblement fugace, signe que cette femme, malgré son masque de dureté, redoutait quelque chose que nul ne devait connaître. Peu après, on annonça Armand de la Tour, un ami d'enfance d'Élodie. Sa présence introduisit une note de déséquilibre dans la parfaite symétrie de la maison. Plus jeune qu'Henri, moins rigide, il s'avança avec une familiarité émue vers la jeune femme, dont les joues rosirent imperceptiblement. Ses paroles trahissaient un attachement encore vif, un lien que le temps n'avait pas effacé. Poirot observa la crispation des lèvres d'Henri lorsqu'Armand évoqua leurs souvenirs partagés, les jeux d'enfants dans le parc, les rires oubliés. L'industriel d'ordinaire si posé laissa passer dans le dîner réunit toute la maison dans une atmosphère d'élégance étudiée. La table brillait de cristal et d'argenterie. Les plats étaient servis avec une précision cérémonieuse. Mais derrière cette perfection, Poirot détectait des signes discrets. Un silence prolongé, un regard évité, une réplique trop sèche. Henri s'efforçait de maintenir une conversation polie, mais ses phrases manquaient de chaleur. Madame Valcourt, inflexible, corrigeait la moindre maladresse avec une sévérité glacée. Élodie, elle, jouait nerveusement avec son verre, tandis qu'Armand la regardait avec une intensité mal contenue. Tout, dans ce repas, respirait la contrainte. Poirot, attentif, voyait dans chaque geste le reflet d'une fracture que l'on cherchait à dissimuler. Une famille soucieuse d'apparence mais rongée de tensions invisibles. Il se dit que le véritable mystère ne se cachait pas seulement dans l'arme retrouvée, mais dans cette comédie sociale, où les sourires masquaient des rancunes profondes. En quittant la salle à manger, Poirot laissa errer son regard dans un couloir orné de portraits sévères. Ses yeux s'arrêtèrent soudain sur une vitrine discrète, où reposait une collection d'armes anciennes. Parmi elles, un poignard se distinguait, remarquable par la finesse de sa lame et l'ornementation de sa garde. Il en nota la ressemblance frappante avec celui que l'on avait retrouvé dissimulé dans la robe de mariée. Ce n'était pas une copie, mais un frère jumeau, issu de la même tradition artisanale. Le détail, insignifiant pour un œil distrait, prit aussitôt un sens pour l'esprit ordonné de Poirot. Cette arme n'avait pas été choisie au hasard. Elle appartenait à l'histoire intime de la famille Valcourt, une histoire que l'on s'efforçait de garder sous silence. Le détective, sans un mot, redressa sa moustache, conscient d'avoir hasard. Si l'on fuyait ainsi la question, c'est que le poignard portait un souvenir trop lourd pour être évoqué sans crainte. Avec la patience qui lui était coutumière,
Poirot parvint à obtenir la confidence d'un vieux domestique, qui évoqua l'existence d'une pièce autrefois consacrée aux armes anciennes. Curieux, il demanda à la voir. La salle, située à l'écart, portait encore les traces d'un passé passionné. Des vitrines vides, quelques supports de bois sans leur contenu, des clous où l'on devinait qu'avaient pendu des lames. On lui expliqua que, depuis la mort du père de famille, la collection avait été dispersée, vendue ou rangée dans des caisses. Poirot, en examinant les lieux, s'arrêta sur une inscription effacée gravée sur un socle. Poignard vénitien, XVIIe siècle. La précision l'intrigua. L'idée que cet homme eût réuni tant d'armes, chacune porteuse d'une histoire violente, révélait un attrait particulier pour les objets liés à la mort. Voilà une passion bien singulière pour un homme de bonne société, songea Poirot. Cette fascination, héritée ou tue, imprégnait encore l'atmosphère de la demeure, comme si chaque mur avait retenu la mémoire silencieuse des armes disparues. En quittant la maison pour une promenade au village, Poirot choisit de converser avec des habitants âgés, plus enclins à se souvenir des murmures du passé. À demi-mot, on lui confia qu'autrefois un drame avait marqué le domaine Valcourt. Le père d'Henri, homme respecté mais redouté, aurait été mêlé à la disparition d'une jeune domestique. La rumeur voulait qu'elle eût été séduite, puis rejetée avec brutalité. Peu après, on la retrouva morte au bord de la rivière, dans des circonstances troubles. L'affaire avait été étouffée par l'influence de la famille, et la version officielle parlait d'un accident. De retour à la demeure, Poirot retrouva Élodie, pâle et agitée. La robe, posée sur un fauteuil, semblait l'obséder. Elle n'osait plus la toucher, comme si la soie avait été contaminée par une malédiction. Autrefois radieuse à l'idée de son mariage, elle évitait désormais d'en parler. Ses yeux, autrefois pétillants, s'assombrissaient dès qu'on évoquait la cérémonie. Poirot observa ses mains tremblantes, son air égaré, et comprit que la robe était devenue pour elle le symbole d'un destin brisé, avant même son accomplissement. « Est-ce la robe que vous craignez, mademoiselle, ou ce qu'elle révèle ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna la tête sans répondre. Le silence suffisait. Ce vêtement, qui aurait dû incarner l'espérance, représentait désormais pour Élodie le poids du passé et la menace d'un avenir entaché. Resté seul, Poirot contempla longuement le poignard. Dans ses mains, l'objet paraissait froid et muet, mais son esprit voyait en lui bien plus qu'une arme, un message. Le détective se demanda si l'on avait voulu prévenir, menacer ou juger. Était-ce l'annonce d'une vengeance longtemps mûrie, ou bien un avertissement lancé à ceux qui, comme Élodie, s'apprêtaient à entrer dans une union bâtie sur un héritage trouble? La robe, symbole d'innocence, et le poignard, instrument de mort, formaient ensemble une énigme que seul un esprit pervers ou tourmenté pouvait imaginer. « C'est une affaire de psychologie, oui, » murmura Poirot. Il savait déjà que la vérité se cacherait non pas dans les faits bruts, mais dans les émotions contrariées, les hontes enfouies et les rancunes transmises. Et dans ce silence pesant, il pressentit que le passé n'avait pas fini de réclamer son dû. À la veille des noces, la maison Valcourt baignait dans un silence qui n'avait rien de paisible, fut soudain brisé par un cri perçant qui résonna dans toute la demeure. Des pas précipités se mêlèrent à des exclamations de terreur. Poirot, tiré de sa méditation, suivit le mouvement qui conduisait vers la bibliothèque. Là, au milieu des étagères sévères et des fauteuils de cuir, gisait Armand de la Tour. Son corps, affaissé contre un tapis aux motifs sombres, révélait une rigidité déjà glaçante. Mais ce qui frappa Poirot n'était pas seulement la mort, mais la mise en scène. Le jeune homme avait été frappé d'un seul coup, net et précis, et sa posture semblait arrangée, presque rituelle. À ses côtés, une chaise renversée et une pile de livres soigneusement écartés donnaient l'impression d'un ordre paradoxal, le chaos dompté par une main volontaire. Le silence de la pièce, troublé seulement par les sanglots étouffés d'Élodie, accentuait l'étrangeté de ce meurtre. Poirot se pencha, ses moustaches frémissantes, et son regard se fixa aussitôt sur le détail qui liait le crime à tout ce qui avait précédé, l'arme plantée dans la poitrine de la victime. C'était le même poignard que celui découvert dans la robe de mariée. La garde ouvragée, l'éclat froid de l'acier, tout concordait.
Le symbole, jusque-là menaçant mais inoffensif, devenait soudain une réalité tragique. Poirot demeura immobile, contemplant l'arme avec la gravité d'un juge devant une preuve irréfutable. Le mariage annoncé, déjà assombri par l'apparition de ce vestige du passé, se trouvait désormais irrémédiablement lié à la mort. Il pensa à l'association terrible de la soie blanche et du métal cruel. Ce que l'on avait pris pour un avertissement n'était autre qu'un prélude. Autour de lui, chacun réagissait selon son tempérament. Henri, blême, serrait les poings en silence. Tout près du corps d'Armand de la Tour, un autre spectacle glaça l'assemblée. La robe de mariée d'Élodie, autrefois immaculée, gisait sur le tapis, tachée d'un sang vif et déchirée en plusieurs endroits. Ce vêtement, qui devait incarner l'espérance et la pureté, avait été transformé en relique profanée. Poirot, le regard fixé sur l'étoffe froissée, perçut aussitôt la signification d'un tel geste. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un acte de souillure délibéré. Associer l'innocence virginale à la cruauté d'un assassinat révélait une volonté de marquer les esprits, de transmettre un message plus terrible encore que la mort elle-même. Il songea à Élodie, qui voyait en cet objet non plus une promesse de bonheur, mais une malédiction. Voilà, pensa-t-il, l'union monstrueuse de l'amour et de la mort, de la promesse et de la perte. Ce détail donnait à l'affaire une dimension symbolique qui dépassait le crime ordinaire, ancrant la tragédie dans le domaine de la psychologie la plus sombre. L'effet de cette découverte se répercuta dans toute la maison comme une onde de choc. Les domestiques, blêmes, s'attroupèrent dans les couloirs, murmurant des prières ou étouffant des sanglots. Madame Valcourt, droite comme une statue, se tenait figée, les lèvres pincées, refusant d'abaisser son masque de dignité. Mais ses mains crispées sur son châle trahissaient une agitation intérieure. Henri, lui, demeurait étonnamment immobile, ses traits tirés mais dépourvus d'émotion visible, comme s'il contemplait la scène avec une froide résignation. Quant à Élodie, elle s'effondra à genoux, secouée de sanglots convulsifs, ses doigts agrippant la robe maculée comme pour tenter de lui redonner sa blancheur perdue. Les invités présents, épars dans la maison, réagirent chaque... C'est une question de psychologie, mon ami, murmura-t-il pour lui-même. Chaque détail parlait d'un esprit qui voulait juger autant que tuer, condamner autant que détruire. Poirot sentit alors s'alourdir sur ses épaules le poids d'une énigme dont la cruauté dépassait la simple logique criminelle. Il s'agissait ici d'une mise en scène destinée à imprimer dans les mémoires l'image d'un destin corrompu dès sa source. Le matin qui suivit le drame se leva sur un domaine assombri par la peur et la suspicion. Le soleil, timide derrière un voile de brume, éclairait faiblement les façades de pierre. Mais nul éclat ne pouvait dissiper l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison. Les serviteurs, d'ordinaire si prompts à leurs tâches, se mouvaient avec lenteur, échangeant des regards inquiets, comme s'ils craignaient d'être accusés d'un mot de trop. Les membres de la famille, chacun à sa manière, portaient les marques du trouble. Madame Valcourt, figée dans une raideur implacable, se réfugiait dans des réprimandes froides. Élodie, pâle et silencieuse, avait les yeux rougis par des larmes nocturnes. Henri, lui, se montrait d'un calme presque excessif, comme si rien ne devait altérer la dignité des Valcourt. Poirot, arpentant le grand salon puis les couloirs du domaine, observait avec minutie les gestes, les silences, les tensions qui perçaient sous le vernis des convenances. Il nota combien les regards évitaient le sien, combien chaque parole semblait peser. Le crime, pensa-t-il, révèle toujours les fissures d'une maison. C'est dans les attitudes de ceux qui restent que se cache la vérité. Lorsque Poirot demanda à s'entretenir avec Henri Valcourt, il trouva ce dernier installé dans son bureau, impeccablement vêtu, les papiers d'affaires méticuleusement alignés devant lui. Henri l'accueillit avec une... Au grand jour. En retraçant les événements, Poirot s'interrogea sur la relation entre Henri et Armand. L'un représentait l'époux légitime, riche industriel, appuyé par le poids d'une famille respectée. L'autre, l'ami d'enfance, porteur d'une tendresse sincère et visible pour Élodie. Entre ces deux figures, le contraste ne pouvait qu'alimenter la jalousie. Armand,
par ses regards et ses paroles, semblait rappeler à Élodie une part de sa jeunesse, une innocence d'avant les alliances familiales. Henri, lui, offrait la stabilité, mais au prix d'une froideur qui effrayait. Poirot se demande alors si Henri n'avait pas perçu dans Armand non seulement un rival amoureux, mais aussi une menace plus subtile, celle d'un homme capable de dévoiler des vérités anciennes, liées au passé trouble des Valcourt. La jalousie, oui, murmura Poirot pour lui-même. Mais la peur de l'exposition, voilà qui est plus fort encore. Ainsi il pesait les mobiles. L'orgueil blessé d'un fiancé, la peur d'un scandale qui viendrait ruiner un mariage arrangé, et la nécessité peut-être de faire taire pour toujours une voix trop insistante. Dans ce duel invisible, Poirot devinait une vérité sombre, encore voilée, mais dont les contours commençaient à se dessiner. Lorsque Poirot aborda Madame Valcourt, il se heurta à un mur de dignité offensée. La vieille dame, assise dans son fauteuil à haut dossier, le front droit et la voix vibrante, déclara qu'il n'était pas convenable de souiller le nom de sa famille par des insinuations. Elle s'indigna que l'on ose interroger les Valcourt comme de vulgaires suspects, rappelant avec emphase leur rôle éminent dans la région et l'honneur irréprochable de leur lignée. Chaque mot, jeté comme une arme, résonnait de cette obsession maladive pour les apparences. Mais Poirot, attentif, remarqua que cette indignation laissait échapper des fragments troublants. Un rendez-vous imprévu avec Armand, une lettre qu'elle avait brûlée par peur d'être surprise. Poirot, sans l'interrompre, laissait ses silences l'envelopper, jusqu'à ce qu'elle reprenne, plus nerveuse encore. Il comprit que son angoisse mêlait deux sentiments contraires, la crainte d'être accusée et la douleur d'une affection passée qu'elle n'avait jamais totalement éteinte. Ces contradictions peignaient un portrait douloureux, celui d'une jeune femme prisonnière d'un choix imposé, dont le cœur restait lié à un passé qu'elle s'efforçait d'enterrer. Poirot, en la quittant, nota mentalement: cette nervosité n'est pas seulement celle de l'innocente effrayée. Elle trahit aussi la culpabilité de celle qui aime encore. À la fin de cette journée d'interrogatoire, Poirot demeura pensif. Le meurtre d'Armand avait suscité des larmes, des protestations, des colères. Mais derrière chacune de ces réactions se profilait une nuance qui l'inquiétait davantage. Un soulagement à peine perceptible. Henri, malgré son calme calculé, paraissait délivré d'un rival gênant. Madame Valcourt, derrière ses éclats de dignité, semblait rassurée que l'ombre d'un scandale ne puisse plus être réveillée par la bouche d'Armand. Élodie elle-même, malgré sa douleur, montrait dans ses silences la paix triste de celle qui n'aurait plus à choisir entre son fiancé et un souvenir d'amour contrarié. Voilà le paradoxe, songea Poirot. Chacun pleure, mais chacun respire plus librement. Il savait que cette coexistence de chagrin et de soulagement était le cœur même de l'énigme. Car un crime qui soulage autant qu'il afflige n'est jamais un accident. Il est l'aboutissement d'un calcul ou d'une peur. Et c'est précisément dans cet entrelac d'émotions contradictoires que le Poirot prit ensuite le poignard, toujours conservé sous scellé. Il observa sa garde ouvragée, la finesse de la lame, l'usure des siècles. Ce n'était pas un objet quelconque. Il portait en lui une histoire, celle d'une famille qu'il avait préservée comme un trésor. Pour les Valcourt, il représentait la fierté d'une lignée, la mémoire de traditions anciennes. Pourtant, sous cet éclat de respectabilité, Poirot discernait une autre vérité. Ce poignard, instrument de mort, incarnait également une fascination pour la violence, transmise de père en fils. Le fait qu'il ait été choisi pour frapper Armand ne pouvait être un hasard. C'était une arme héritée, mais aussi une malédiction héritée, rappel cruel que le passé ne cesse jamais de tendre ses chaînes vers le présent. Poirot soupira. La vengeance, mes amis, voyage dans le temps comme le sang dans les veines. La bibliothèque où le crime avait eu lieu retenait toute l'attention du détective. Elle n'était pas seulement un lieu de savoir. Elle représentait, aux yeux de Poirot, la salle du jugement. Les portraits austères des ancêtres semblaient surveiller la scène, gardiens silencieux d'un honneur bâti sur le silence. Les rayonnages, chargés d'ouvrages reliés, étaient autant de façades où les vérités se cachaient comme derrière des mots. L'endroit choisi pour le meurtre n'était pas neutre. C'était un sanctuaire familial,
où l'on conservait l'histoire officielle et où l'on taisait les scandales. Armand, assassiné dans cette pièce, devenait lui-même une page arrachée, une vérité qu'on avait voulu réduire au silence. Poirot se dit que le choix du lieu avait un sens profond. Celui qui a frappé voulait rappeler que les secrets du passé se vengent toujours dans la maison qui les renferme. Poirot, méthodique, s'appliqua à recueillir les moindres indices. Ces petits rites trouvaient pas seulement devant un meurtre, mais devant une scène soigneusement orchestrée, où chaque indice, chaque trace, avait été choisi pour peser sur l'esprit des survivants. Réunis dans son esprit, ces éléments prirent forme. Ce crime n'était pas né d'une impulsion soudaine, mais d'un dessein mûrement réfléchi. L'arme n'avait pas été choisie au hasard. La robe n'avait pas été souillée par accident. La bibliothèque n'avait pas été qu'un lieu commode. Tout avait été arrangé pour transmettre un message. Ce meurtre était une mise en scène, un acte théâtral destiné à frapper d'effroi, à rappeler une faute ancienne et à en punir la mémoire. Le coup n'avait pas visé seulement Armand de la Tour. Il avait visé la famille Valcourt, leur héritage, leur avenir. Voilà, pensa Poirot, un crime qui parle le langage des symboles, et non celui des passions brutes. Le détective en conclut que le meurtrier, plus qu'un assassin, se voulait juge. Et derrière cette justice autoproclamée, se cachait une psychologie torturée, prête à sacrifier une vie pour imposer le poids d'un souvenir ou d'une honte. Poirot redressa ses moustaches, résolu. Il lui faudrait démasquer non seulement l'auteur d'un crime, mais le metteur en scène d'une tragédie. À la demande de Poirot, toute la maisonnée fut conviée dans le grand salon, dont les boiseries sombres et les tentures épaisses semblaient se prêter à une scène de jugement. Le silence était lourd, ponctué seulement par le froissement des étoffes lorsque chacun prit place. Madame Valcourt, droite et rigide, s'assit comme une reine sur son trône, les lèvres pincées. Henri, impassible, croisa les mains sur ses genoux, son regard fixé vers le vide. Élodie, tremblante, se tenait en retrait, les yeux rougis, comme si elle redoutait d'entendre une sentence déjà. Lorsque le silence devint insoutenable, Poirot prit la parole, sa voix douce et posée contrastant avec la tension ambiante. Il ne parle pas d'abord du crime, mais de la mémoire, de cette faculté de l'âme qui garde vivants les actes passés, même lorsque les témoins se taisent. Les fautes, mes amis, reprit-il, ont une vie propre. Elles ne s'effacent pas parce qu'on les enterre sous le poids du silence. Un jour ou l'autre, elles remontent, comme les bulles d'air sous la surface de l'eau. Ces paroles, simples mais lourdes de sens, faisaient tressaillir certains visages. Poirot ajouta qu'aucune maison, si prestigieuse soit-elle, n'échappe au jugement du temps, et que les secrets d'hier se vengent toujours sur l'avenir. Cette méditation, mi-morale, mi-psychologique, insinuait que le meurtre d'Armand n'était pas seulement un acte présent, mais le fruit d'un héritage plus ancien. Dans ce discours, chacun pouvait reconnaître une allusion. Henri à son père disparu. Madame Valcourt à sa rigidité défensive. Élodie à ses tremblements de fiancée compromise. Les mots de Poirot, voilés mais pénétrants, s'enroulaient autour des consciences comme une corde invisible. Puis, après un silence étudié, Poirot baissa légèrement la voix. Il déclara qu'il possédait désormais des indices suffisants pour comprendre comment le poignard avait été introduit dans la robe de mariée. Il n'accuse personne directement. Il se contenta de laisser entendre que la main coupable s'était trahie par un geste, un parfum, un détail trop subtil pour échapper à l'œil exercé de ces petites cellules grises. Cette insinuation, lancée avec la précision d'un dard, jeta un frisson sur l'assemblée. Élodie se recroquevilla davantage. Madame Valcourt pinça ses lèvres jusqu'au sang. Henri garda son masque figé, mais curiosité qui les trahissait. Poirot, attentif, savourait cette diversité de réactions, sachant que l'innocence supporte mal le soupçon, mais que la culpabilité, elle, le redoute au point d'en révéler des fissures. Chacun, en ce moment, montrait plus qu'il ne voulait cacher. Tout en parlant, Poirot demeurait vigilant aux signes muets que la psychologie humaine ne peut dissimuler. Un tressaillement d'épaule, un regard trop vite détourné, une respiration trop courte. Tout cela formait pour lui un langage aussi clair qu'un aveu.
Chez Madame Valcourt, il remarqua la crispation nerveuse de ses doigts, agrippés à un chapelet dissimulé dans sa poche. Chez Élodie, l'incessant froissement de son mouchoir, qu'elle triturait avec une angoisse croissante. Mais c'est sur Henri que ses moustaches se redressèrent légèrement. L'homme, imperturbable en apparence, avait commis l'erreur de porter machinalement la main à son poignet gauche, là où subsistait encore une légère tache d'encre. Ce geste, anodin aux yeux des autres, confirmait à Poirot un détail déjà relevé dans la bibliothèque. Voilà, songea-t-il, le corps ment, mais les mains, elles, avouent toujours. Ainsi, derrière les façades de dignité ou de fragilité, il décelait l'ombre d'une vérité prête à éclater. Lorsque Poirot reprit la parole, ce fut avec la sérénité d'un homme sûr de ses pas. Sa voix, claire et lente, couvrit le silence oppressant de la pièce. Il ne commença point par une accusation brutale. Il parla d'abord de la vérité, de cette force invisible qui, quoi qu'on fasse, finit toujours par s'imposer. La vérité, mes amis, dit-il doucement, est semblable à la flamme. On peut la cacher sous la cendre, mais tôt ou tard, elle perce et brûle. Ces mots, enveloppés de gravité, pesaient. Puis, d'un ton plus ferme, Poirot laissa tomber le voile. C'est vous, monsieur Henri Valcourt, qui avez tué Armand de la Tour. Un silence de pierre s'abattit dans la salle. Élodie poussa un cri étouffé, tandis que Madame Valcourt se leva brusquement, ses lèvres murmurant des dénégations. Henri, lui, resta d'abord immobile, les traits figés dans une expression d'orgueil glacé. Mais ses yeux sombres trahirent un éclair de panique aussitôt réprimé. Les murmures parcoururent les rangs des domestiques, choqués d'entendre un nom si respecté lié à un crime aussi odieux. Poirot continua, sans élever la voix. Mais chaque mot tombait avec le poids d'un marteau. Henri avait prémédité son acte, choisi le poignard de ses ancêtres, profané la robe destinée à sa fiancée et transformé la bibliothèque en scène de châtiment. Il avait cru détourner les soupçons en liant le crime à un scandale ancien. Mais ses gestes, ses silences, l'avaient trahi. La dignité hautaine de l'accusé se fissura un instant. Une sueur perla à son front. Le piège s'était refermé. Poirot, sans accorder à Henri le temps de protester, reprit avec calme. Il expliqua qu'Armand avait découvert, dans de vieux papiers, des preuves compromettantes sur le défunt père de la famille Valcourt. Ce dernier, derrière son vernis de respectabilité, avait jadis séduit une jeune domestique de la maison, la réduisant au déshonneur, puis l'abandonnant à une fin tragique. L'affaire, étouffée par le poids des convenances et l'argent de la famille, avait sombré dans l'oubli apparent. Mais Armand, en fouillant les archives, avait retrouvé la trace de cette injustice. Peu avant le mariage, il avait menacé de rendre public ce secret, brisant ainsi l'édifice de respectabilité des Valcourt. « Voilà, » dit Poirot d'un ton sévère, « ce que fait Armand avant qu'il ne parle. »« Vous avez tué, » dit Poirot d'une voix grave, « non par haine, mais par calcul, et parce que vous étiez prisonnier de votre ambition. » L'image du jeune industriel, sûr de lui, se fissurait. Sous le vernis polissé apparaissait l'homme prêt à tout sacrifier pour sauver les apparences. Poirot se pencha sur le poignard, dont l'éclat sombre rappelait l'ombre des siècles. Il souligna la cruauté du choix d'Henri. Utiliser cette arme, héritée de ses ancêtres, signifiait unir la honte du passé à la tragédie du présent. Le poignard, jadis symbole de gloire familiale, devenait désormais l'instrument du crime le plus odieux. En frappant Armand de cette lame, Henri n'avait pas seulement tué un homme. Il avait ressuscité la faute de son père et laissé l'arme porter le poids d'une malédiction transmise. « Vous avez lié votre acte, » expliqua Poirot, « à l'histoire de votre nom. Comme si vous vouliez que la lame porte non seulement le sang d'Armand, mais celui des souvenirs que vous craignez. Ainsi, l'héritage se transformait en fardeau et la fierté en châtiment. Dans cette arme, Poirot lisait la preuve d'un esprit obsédé par les symboles, prêt à manipuler les reliques de la famille pour sceller son crime. Ce poignard, loin d'effacer le scandale, l'exposait avec une ironie tragique. Il proclamait à voix haute la continuité du déshonneur. Enfin, Poirot se tourna vers Élodie, sa voix adoucie mais ferme. Il expliqua que la robe de mariée, maculée de sang et déchirée,
n'était pas seulement un dommage collatéral du meurtre. C'était un message adressé à elle seule. Henri, en souillant ce vêtement, avait voulu lui signifier que son avenir dépendait de son silence et de sa fidélité absolue. Il a voulu vous dire, mademoiselle, que si jamais vous osiez... Lorsque la vérité éclata, Élodie demeura quelques instants figée, incapable de respirer. Ses yeux s'emplirent de larmes, et bientôt son corps tout entier fut secoué de sanglots irrépressibles. Elle regarda Henri, non plus comme l'homme qu'elle devait épouser, mais comme un étranger monstrueux, porteur d'une menace cachée derrière son calme orgueilleux. « Non, non, je ne peux pas », balbutia-t-elle, ses mains crispées sur le voile qu'elle n'avait jamais encore porté. La décision, douloureuse mais inévitable, s'imposa. Elle renonçait au mariage. Ce n'était pas seulement un contrat brisé, mais la mort d'un espoir, le sacrifice de son innocence et de sa confiance. Les domestiques, émus, se détournèrent, incapables de soutenir son désespoir. Poirot, en silence, inclina légèrement la tête. Il savait que ce renoncement était la seule issue pour préserver ce qui restait de la dignité de la jeune femme. Ainsi, le rêve d'union s'effaçait, laissant place au vide et à l'amertume. Madame Valcourt, jusque-là colossale dans son orgueil, chancela à son tour. Ses mains tremblantes agrippèrent le dossier de sa chaise, comme si elle cherchait un appui contre l'effondrement de son monde. La révélation des fautes de son mari, puis du crime de son fils, réduisait en poussière toute une existence consacrée aux apparences. Son visage, figé dans un masque de dignité glacée, se fendit soudain, laissant apparaître une femme vieillie, épuisée, brisée. « Toute ma vie, pour rien », murmura-t-elle d'une voix rauque, avant de s'effondrer dans un sanglot qu'aucune fierté ne pouvait retenir. La matriarche qui avait fait de la réputation son autel se voyait désormais couverte de honte, et dans son effondrement, Poirot lut la faillite de cette obsession. Bâtir sur le silence et l'illusion ne peut mener, dit-il, avait aimé Élodie, non pour elle-même, mais comme une extension de son ambition et de son nom. L'amour, lorsqu'il se fonde sur la domination, devient une prison où l'autre n'est plus qu'un trophée. La robe souillée en était la preuve. Henri n'avait pas voulu seulement tuer Armand. Il avait voulu marquer Élodie de la menace qu'il ferait peser sur elle toute sa vie. Poirot, ses yeux brillants de gravité, ajouta que nul avenir ne peut se bâtir sur la peur, pas plus qu'une maison sur des fondations pourries. Le passé non résolu, les fautes non confessées, finissent toujours par détruire l'avenir que l'on croit protégé. C'est là, mes amis, la leçon terrible de cette affaire. L'amour n'est pas possession, mais confiance, et la vérité finit toujours par démasquer ceux qui s'aveuglent eux-mêmes. Quand tout fut dit, Poirot s'approcha de la robe et, avec un soin presque rituel, la replia lentement. Ses gestes, empreints de respect, semblaient redonner une dignité silencieuse à ce vêtement mutilé. Il ne l'enferma pas comme on range un objet honteux, mais comme on conserve une relique douloureuse, témoin d'une innocence perdue. « Elle ne sera plus jamais portée », murmura-t-il, « mais elle doit être gardée en mémoire, non pour sa beauté, mais pour ce qu'elle rappelle, que la pureté est fragile, et que la vérité, même tachée de sang, demeure. » En posant la robe pliée, il laissa dans la pièce une atmosphère empreinte d'une gravité solennelle. Ce geste clôturait non seulement l'affaire, mais aussi le destin d'une maison rongée par ses secrets. Et tandis que le silence retombait, chacun comprit que la véritable justice n'était pas seulement celle qui punit le coupable, mais celle qui préserve la mémoire de ce qui fut brisé. Ainsi s'achève cette affaire où l'amour s'est trouvé défiguré par la peur et où la vérité, implacable,